Donc, comme c'est écrit au tableau, je m'appelle Michael Blum, donc je tiens à remercier Pascal Roy de m'avoir invité. Alors là derrière moi, là j'ai remarqué qu'il y a écrit Mélangez vos savoirs. Alors mélangez vos savoirs, il faut que je parle en face du micro. Alors pendant mon exposé, vous allez plutôt partager mon ignorance, parce que je vais vous présenter un projet de recherche que je viens de commencer en épidémiologie génétique, alors que moi je suis plutôt généticien des populations de formation. Donc je travaille à Grenoble, et ce dont je vais vous parler porte sur la prédiction, le calcul de score de risque polygénique risk prediction en anglais, pour des maladies complexes. Donc le premier slide ici, il est pour expliquer l'objectif de ces scores de risque. Donc là c'est un exemple cancer du sein que j'ai tiré d'un papier de review. Donc l'objectif ça va être de stratifier la population. Donc si on voit typiquement ici, il y a 3 couleurs, une couleur un peu pâle qui correspond aux individus qui ont un risque faible, disons inférieur à 15% par rapport au risque moyen de cancer du sein dans la population. Ici, c'est le risque d'avoir le cancer du sein dans sa vie entre 20 et 80 ans. D'accord ? Et puis, si vous regardez en rouge foncé, vous avez des individus qui vont être considérés comme très à risque, qui auront une probabilité d'avoir un cancer du sein qui est plus grande de l'ordre de 25% ou plus par rapport au risque moyen. Donc l'objectif, ça va être d'utiliser des données de séquençage massif, des données de séquence ou des données de génotypage comme des puces pour arriver à stratifier la population, ici pour le cancer du sein, mais pour tout un tas d'autres maladies complexes. Par complexe, je vais revenir sur ce que j'entends par la suite. Donc dans ce slide ici, je précise ce que j'entends par complexe. Donc d'habitude, je pense que cette idée d'utiliser des marqueurs génétiques pour calculer des facteurs de risque, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez être familier, mais vous êtes plutôt familier de ce genre de choses pour des mutations qui sont dites à forte pénétrance. C'est-à-dire que la probabilité d'avoir la maladie, sachant que l'individu porte la mutation, est en général assez élevée. Et les exemples bien connus de mutations à forte pénétrance sont les mutations BRCA1 et BRCA2 pour le cancer du sein. Ici, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On se positionne pour ces maladies complexes dans des situations en fait plus difficiles, où ce qu'on va essayer de calculer, ce qu'on va calculer, c'est un score qui ne va pas utiliser simplement la donnée d'une mutation sur BRCA1 ou BRCA2, mais la donnée de centaines, voire de milliers, voire d'encore plus en fait de variants. En fait, on pourrait même utiliser l'ensemble du génome pour calculer un score de risque. D'accord ? Donc c'est pour ça le terme polygénique vient de là, c'est qu'on ne s'intéresse pas simplement à la mutation sur un gène, mais vraiment on veut cumuler l'information sur un grand nombre de gènes, voire sur l'ensemble du génome. Et donc, suivant les maladies, on va être dans des situations où soit il y a quelques maladies qui vont avoir quelques variants qui ont une pénétrance intermédiaire et beaucoup de variants avec une faible pénétrance, soit des situations encore plus complexes, où en fait tous les variants qu'on va mettre dans ce facteur de risque seront à pénétrance faible. D'accord ? Donc c'est une situation difficile, mais en fait des situations intéressantes d'un point de vue santé publique, parce qu'il y a un grand nombre de cancers, un grand nombre de maladies, en particulier cardiovasculaires, pour lesquelles la plupart des mutations identifiées ont une pénétrance très faible. D'accord ? Un effet faible, pour reprendre la terminologie de Pascal. Alors comment est-ce qu'on fait ? Alors là on utilise je ne connaissais pas cette expression, mais on utilise le diktat de la p-valeur en général pour calculer ces... Donc, d'ailleurs c'est pas le diktat de petit p, parce qu'en général les dictateurs ils sont majuscules, donc c'est plutôt le diktat du grand P. Donc comment on fait ? C'est vraiment lié à l'exposé d'avant. Tout d'abord on va faire une analyse d'association. Donc ici l'exemple que je prends c'est l'exemple que fait mon étudiant en thèse, c'est on étudie la maladie cœliaque, et donc on va faire une étude d'association, on va associer l'ensemble des SNP sur le génome, donc ici chaque SNP est représenté par un point, et puis en abscisse vous avez le moins logarithme en base 10 de la p-valeur qui mesure l'association entre une mutation et la présence ou l'absence de cœliaque pour une étude cas contrôle. Et puis pour calculer ces scores de risque polygéniques, on va mettre un seuil, et on va sélectionner tous les variants qui sont suffisamment associés à la maladie. Donc ici, là, pour l'exemple de cœliaque, vous voyez qu'il y a un pic qui ressort. Pour ceux qui connaissent cœliaque, c'est des mutations qui se retrouvent dans la région HLA sur le chromosome 6.
Donc là en général d'ailleurs il faut utiliser un nombre de variants qui est bien supérieur à ce qu'on utilise par exemple dans le cadre d'une GWAS classique, on va utiliser un seuil de Bonferroni. Il faut être très très libéral pour calculer ces scores de risque polygéniques. Donc mettre une centaine ou de milliers de variants les plus associés à la maladie. Donc ça c'est la première étape, on utilise le diktat de la p-valeur. Et puis la deuxième étape, qui est l'étape un peu technique, ici je ne vais pas rentrer de détails, on va combiner, avec une fonction mathématique, finalement peu importe le détail de cette fonction, l'ensemble de ces variants, donc qui consiste simplement à compter, pour chaque variant, on va compter le nombre de mutations portées par l'individu, on fait ça pour l'ensemble de ces variants, et puis après on combine toutes ces données de variation en un score unique, et puis l'objectif est d'avoir bien sûr le score le plus discriminant possible, pour pouvoir utiliser ces scores polygéniques, par exemple dans un contexte clinique. Donc ici, l'exemple que je vous donne, c'est un exemple d'ailleurs où les scores de risque polygéniques marchent plutôt bien, qui est l'exemple de la maladie cœliaque. La raison pour laquelle ça marche plutôt bien, c'est qu'il y a des mutations à effet fort dans HLA, et même si ça marche plutôt bien, vous voyez, en bleu clair, vous avez le score de risque pour les individus contrôle, donc qui sont plutôt là entre 0 et 6, et puis en rouge un peu pâle, vous avez les scores de risque pour les individus K. Ce qu'on voit quand même, et ce qui est typique de ces scores de risque polygéniques, c'est qu'il y a une grande confusion, il y a un grand overlap entre les deux distributions, et on est dans des cas où ça va être où les scores de risque n'ont pas un pouvoir discriminant qui est extrêmement fort. Donc ici, typiquement, si on voudrait avoir une approche qui serait très spécifique, on se limiterait, je sais pas, par exemple, au score de risque au-delà de 7, et on aurait bien sûr une méthode qui serait très très peu sensible. D'accord ? Mais ce qui est un peu la norme pour ces scores de risque polygéniques, et une nouvelle fois, c'est lié à que ça marche plutôt bien, pour des cancers, pour les maladies cardiovasculaires, c'est encore plus difficile. Bon, l'espoir, c'est qu'après, en augmentant les tailles d'échantillons, on arrive à découvrir plus de SNP et avoir de meilleurs scores de risque polygéniques. Alors, ça ne discrimine pas très bien, et pour l'instant, ce dont on s'est aperçu, c'est que ça généralise très très mal à des populations qui ne sont pas incluses dans la population d'études. Donc ici, ce que je vous montre ici, c'est un résultat d'un papier là, dans l'American Journal of Human Genetics qui est paru récemment. Ils ont utilisé des scores de risque pour la taille, si on peut parler de score de risque pour la taille. On fait un score polygénique pour prédire la taille d'un individu. Et il faut savoir que tous les variants qui sont utilisés dans le score de risque polygénique ont été découverts chez des Européens. D'accord ? Et puis après, ils vont se dire, utilisons ces scores de risque polygéniques, plus qu'une minute, c'est ça ? Utilisons ces scores de risque polygéniques pour prévoir la taille, par exemple, des Européens. Et ce qu'on voit, c'est que les Européens sont en violet, tandis que les Africains sont en rouge. Donc ce score de risque prédit que les Africains vont être en moyenne plus petits que les Européens, ce qui est bien évidemment faux. Et le problème provient du fait que l'étude a été faite uniquement chez les Européens. Donc, donc pour l'instant, on a du mal à généraliser ces scores de risque pour des populations qui ne sont pas comprises dans la population d'études. Puis après, j'ai mon dernier slide qui est plus positif quand même, pour conclure sur une note... Voilà, qui est un exemple d'utilisation concrète de ces scores de risque polygéniques, qui est ici pour déterminer l'âge optimal pour initier le screening pour le cancer du sein. Donc typiquement en Angleterre, on utilise un screening à peu près autour de 47-48 ans qui correspond à une probabilité de 2,4% d'avoir un cancer dans les 10 années suivantes. Mais ce qu'on voit, c'est que cet âge moyen, 47 ans, en fait, on pourrait bien évidemment affiner cet âge où il faut débuter le screening en utilisant les facteurs de risque. Donc si on prend quelqu'un qui n'a pas eu d'histoire familiale de cancer du sein, qui est dans la région qui a un score de risque faible, donc là c'est la courbe bleue à gauche, et bien ce qu'on voit c'est qu'en fait l'âge optimal ici serait plutôt de l'ordre de 80 ans. Donc on va pouvoir vraiment affiner les stratégies de screening en utilisant les facteurs de risque, mais aussi bien évidemment des covariables plus classiques comme les antécédents familiaux. Donc c'est des choses qui vont quand même arriver, disons, dans les 10-15 prochaines années, qui pourront être utilisées de manière plus routinière. Et puis sur ce, je vois que j'ai fini, donc je fais un petit peu de pub pour notre offre d'emploi et j'arrête. Je vous remercie.